Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques moments, on va attendre quelques moments avant de commencer la présentation. Merci pour nous joindre. Bonjour, bonjour à vous tous. On va commencer, je pense. Merci pour être là avec nous aujourd'hui. Mon nom est Rick Smith, je suis le président de l'Institut climatique du Canada. Et en commençant, je veux dire que je vis sur le territoire traditionnel des Mississauga de la rivière Crédit, des Anishinaabe, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat. Bienvenue à cette séance questions-réponses. On discute aujourd'hui notre estimation préliminaire des émissions nationales pour l'année 2024. Ceci est le quatrième rapport similaire. Et chaque année, maintenant, notre institut lance cette estimation préliminaire à peu près 7 mois avant le rapport d'inventaire national officiel du gouvernement du Canada. La raison qu'on fait ça chaque année est parce que nous pensons que le débat sur les changements climatiques au pays a besoin des analyses pertinentes, opportunes. Donc, on lance cette analyse chaque année maintenant, dans le mois à peu près août-septembre chaque année. Les prochains mois seront déterminants pour le débat sur les changements climatiques. Le rapport dont nous discutons aujourd'hui n'est que la première d'une longue série de contributions de notre institut que nous devrions suivre de près dans les mois à venir. Comme toujours, nous veillerons à ce que les politiques canadiennes en matière de changement climatique s'appuient sur les meilleures données, des données probantes disponibles. Donc, euh, euh, on lance aujourd'hui seulement le premier projet rapport de cet automne pour notre institut. Donc, on va prendre quelques moments aujourd'hui pour une présentation. Mon collègue Ross Lyndon Fraser, notre chercheur extraordinaire, va faire une présentation pour quelques moments, quelques minutes. Si vous avez des questions, posez-les dans le, dans le Q&A de Zoom. Et quand Ross a fini son présentation, on va prendre des autres questions. OK, merci encore pour nous joindre. Et Ross, vas-y. Merci beaucoup, Rick. Comme Rick l'a dit, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être venus. Oui, comme il l'a dit, moi, c'est Ross Lyndon Fraser. Je suis chargé de recherche au projet 440 mégatonnes, un projet de l'Institut climatique du Canada qui a pour but de tracer les progrès que le Canada fait vers ses cibles climatiques. Instant, je vais partager mon écran et pour commencer la présentation. Voilà. Alors, je vous parle aujourd'hui des territoires traditionnels non cédés de la nation Anishinaabe-Algonquin. Et comme je l'ai dit, je présente ces recherches au nom du projet 440, mais même si c'est moi qui va présenter les recherches, je dois reconnaître que c'est mes collègues Seton Stebert et Dave Sawyer qui ont mené cette analyse. Seton Stebert, c'est le président de Stebert Consulting et un conseiller à notre projet. Et Dave Sawyer est notre économiste principal, prolifique, qui vous connaissez peut-être déjà. Alors,
Aujourd'hui, on parle de l'estimation préliminaire des émissions nationales qui a été publiée il y a 2 semaines. Vous avez peut-être vu les résultats dans les nouvelles. Je vais Ma présentation est en 3 parties. Je vais commencer par un aperçu de notre recherche et ses constats. Ensuite, je parlerai de la méthodologie pour développer l'estimation. Je vais conclure par les résultats détaillés de nos recherches et enfin, comme Rick l'a dit, je vais prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, soumettez-les dans le chat ou dans la boîte questions-réponses. Et oui, je vais répondre à vos questions à la fin. Alors, l'estimation préliminaire des émissions nationales a été développée par raison du temps, du long temps qu'il prend pour rassembler les estimations officielles des émissions du Canada. Comme Rick l'a dit, le rapport d'inventaire national du Canada est la source des estimations officielles, des données officielles pour les émissions du Canada, mais le rapport d'inventaire national prend presque 2 années à produire. On reconnaît que ce délai est justifiable. La méthodologie d'environnement et changement climatique du Canada est fondée sur des enquêtes précises, des modélisations complexes, et le gouvernement doit analyser des millions et des millions de sources potentielles et réelles des émissions. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et le, le ministère a aussi un processus rigoureux d'assurance de qualité, doit consulter avec toutes les provinces et tous les territoires. Alors, ça prend du temps. Et on a voulu accélérer ce processus. Plus ça prend du temps pour reconnaître le niveau réel de nos émissions, plus ça prend du temps à y répondre et à développer des politiques qui peuvent réagir à l'évolution de nos émissions. Donc, les buts de l'EPEN, de l'estimation préliminaire, sont de mieux informer notre compréhension de nos progrès climatiques, et en mieux informer les décideurs, on pourrait avoir une politique plus publique, qui répond mieux à nos circonstances. Nous avons déjà vu un peu de progrès dans ce domaine. En 2024, Environnement et Changement climatique Canada a publié son propre estimation préliminaire des émissions nationales. Généralement, les estimations sortent en avril, mais le gouvernement fédéral a publié son estimation préliminaire en décembre 2024, juste quelques mois après notre estimation préliminaire. Comme Rick l'a mentionné, l'estimation préliminaire de l'Institut climatique est publiée chaque septembre, environ 7 mois avant la publication officielle du RIN. OK. Alors, passons au vrai sujet de la présentation. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Le grand titre de l'estimation préliminaire de 2024, c'est que nos progrès climatiques sont fragiles. Et l'Institut climatique pense que la cible de réduction des émissions pour 2030 du Canada est maintenant hors d'atteinte. Cette cible, vous vous souvenez peut-être, c'est de réduire nos émissions de 40 à 45 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Alors, pourquoi pensons-nous que nos progrès sont fragiles et que la cible est maintenant hors d'atteinte? Premièrement, notre progrès dans la réduction des émissions est interrompu. Notre analyse a trouvé que les émissions du Canada n'ont effectivement pas changé entre 2023 et 2024. En 2023, le Canada a émis 94 mégatonnes d'émissions de GES, et notre analyse a trouvé la même figure pour les émissions de 2024, 694 mégatonnes d'émissions. Il y a toujours un peu d'incertitude autour de ce chiffre, mais dans le passé, nos estimations ont été très précises. Alors, nous avons beaucoup de confiance en disant que nos émissions, notre progrès, ont stagné. On dit stagner parce que ce niveau d'émission laisse un grand écart à combler d'ici 2020, 2030. Je vais vous montrer une figure plus tard qui démontre cet écart.
Ceci n'est pas à dire que nous n'avons pas fait du progrès. Les émissions du Canada sont maintenant environ 8,5% sous les niveaux de 2005, mais c'est loin de 40%. Alors, nous constatons que ces progrès sont fragiles parce qu'il y a des tendances décourageantes dans les données. C'est le bulle sur le diapo ici démontre ces tendances. Premièrement, les émissions du pétrole et du gaz continuent à augmenter. Ils représentent maintenant environ 31% des émissions nationales, c'est beaucoup. Deuxièmement, on n'a pas vu des grandes réductions dans les autres secteurs économiques, comme le transport, les bâtiments, l'industrie lourde. Là, on a vu les progrès soit ralentis, soit renversés. Et troisièmement, dans les données, on voit que notre capacité de découpler la croissance des émissions de la croissance de l'économie est affaiblie. Il y a toujours un peu de découplage, mais le taux de découplage a ralenti entre 2023 et 2024. Alors, toutes seules, les données pour 2023 ne suggèrent pas nécessairement que nos cibles sont hors portée, mais si on regarde qu'est-ce qui est arrivé en 2025, nous voyons des tendances qui vont aggraver au lieu d'améliorer les problèmes dans nos progrès. Premièrement, on a vu un recul des politiques climatiques, non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial. J'imagine que vous connaissez déjà certaines de ces décisions, l'annulation de la taxe carbone, de la redevance fédérale sur les combustibles, euh, les pauses sur les normes pour les véhicules électriques et les changements au système de tarification du carbone provincial, surtout en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario, qui vont affaiblir ces systèmes et donc réduire moins d'émissions. On voit aussi des tendances économiques. On attend une production record du pétrole et le commencement du première installation du gaz naturel liquéfié cette année. Ces tendances vont aggraver les tendances dans nos émissions. Et donc, nous avons publié une analyse qui a trouvé que les politiques actuelles du Canada vont seulement réduire nos émissions de 20 à 25% d'ici 2030, pas de 40 à 45%. Nous disons que c'est la croisée des chemins. Quoi faire? Nous devons poursuivre nos efforts. Pourquoi? Même si nous ne pouvons pas atteindre notre cible, la cible n'est pas la chose qui compte. C'est les avantages apportés par la réduction des émissions qui comptent. On veut un climat plus sécuritaire, une économie plus compétitive, une énergie plus abordable. Ces avantages existent toujours, même si nous allons manquer la cible. Les avantages sont peut-être un peu repoussés, mais nous devons les poursuivre quand même. Et il est important de se rappeler que le Canada a fait des progrès, je les ai mentionnés. Et si on regarde quelles politiques ont apporté ces progrès, nous avons une bonne idée des solutions qui peuvent nous rapprocher de la bonne voie. Pour exemple, nos recherches démontrent que certaines politiques ont très bien fonctionné, la tarification du carbone industriel, les règlements pour le méthane dans le secteur des émissions de méthane dans le secteur pétrogazier, et ce sont surtout des politiques qui ont été mises en œuvre grâce à la coopération, la coordination entre les fédérales et le niveau provincial. C'est sur ces solutions que nous devons mettre nos efforts dans les années à venir. OK. Prenons un petit détour. Comment avons-nous développé l'estimation préliminaire des émissions nationales? Heureusement, Seton Stiebert, le chercheur qui a développé les estimations, m'a partagé ses notes. Alors, si vous regardez le site web 440 Mégaton, vous allez voir que l'estimation préliminaire est organisée juste comme le rapport d'inventaire national. Est présenté dans les deux formats standardisés. Premièrement, les catégories du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et deuxièmement, le format des secteurs économiques euh, du Canada, juste comme dans le rapport d'inventaire national. Mais
pendant que le rapport d'inventaire national est fondé sur les données confidentielles, l'estimation préliminaire, notre analyse, est fondée sur les données publiques. Puisque les données sont différentes, il y a toujours plus d'incertitudes autour de nos estimations. Je vais en parler de ces données dans un instant. Et une autre chose à se souvenir, c'est qu'à chaque année, les méthodologies du rapport inventaire national sont révisées et il n'est pas possible de capter ces modifications dans notre propre analyse. C'est une autre raison qui mène à des différences entre nos estimations et les estimations officielles. Mais, comme le rapport d'inventaire national, notre estimation n'est pas une projection. Il lance son regard juste sur les émissions historiques. Quand moi je mentionne des projections, je parle d'une autre analyse qui a été publiée séparément de l'estimation. Et finalement, il est aussi important de mentionner qu'il est difficile d'isoler les impacts des changements climatiques dans ces données. Euh, Quand on regarde les émissions historiques, c'est tellement difficile d'isoler qu'est-ce que c'était un impact des changements économiques, qu'est-ce que c'était un impact de la politique publique, qu'est-ce que c'était un impact des changements démographiques, etc. L'autre chose à mentionner, c'est que il est aussi difficile de voir l'impact des politiques récentes dans les données. Les politiques prennent du temps pour avoir un effet. Donc, si une politique a été mise en œuvre en 2023 ou 2024, ça ne va pas nécessairement être visible dans les données de l'estimation préliminaire. Voici certaines des données qui sont utilisées dans notre recherche. La plupart proviennent de Statistique Canada. Et c'est important de noter que ces données, puisque sont nationales, elles ne nous permettent pas de mener une analyse au niveau provincial. Nous n'avons pas des estimations préliminaires pour les émissions de l'Alberta, le Québec, etc. Alors, si vous vous intéressez au sujet de nos données, euh, je vais remarquer que certaines données sont plus fiables que d'autres. Vous voyez ici que j'ai écrit données de production physique sont mieux que des données économiques, sont mieux que des données démographiques, sont mieux que regarder les tendances historiques. Je vais vous donner un exemple. On préfère d'utiliser des données de production physique comme la production de tonnes d'aluminium au lieu de données économiques comme le PIB du secteur de l'aluminium ou démographique comme le nombre d'employés dans le secteur parce que les données physiques ont un lien plus fort avec la génération des émissions. Plus que nous devons compter sur les données économiques, démographiques, etc., plus ça devient plus incertain, le lien avec les émissions. Revenons au résultat. Euh, alors, ce diapo ici montre comment nous présentons les estimations préliminaires des émissions nationales sur le site web euh, de 440 mégatonnes. Cette image ici montre les émissions par secteur économique du Canada. C'est la présentation qu'on voit dans le rapport d'inventaire national et dont on se parle pour la plupart dans les médias. Je vais vous montrer quelques figures pour illustrer les tendances et les détails qu'on voit dans les estimations préliminaires. Donc, cette figure ici montre la tendance au niveau national ou des émissions nationales. La ligne orange représente les émissions historiques depuis 2005. 2005, c'est l'année de base pour notre cible climatique. Évidemment, au Québec, l'année de base est 1990, mais au national, c'est 2005. Et on peut voir comment il y a eu des petites réductions depuis 2005. Comme j'ai dit, nos émissions en 2024 sont maintenant à 8,5% sous les niveaux de 2005. Les deux grandes réductions ont été en 2008-2009 pendant la crise financière et évidemment pendant la pandémie. Mais on a vu un peu de progrès dans d'autres années aussi. La difficulté, comme vous pouvez voir, c'est qu'il reste quand même un grand écart à combler d'ici 2030. La, la cible de 2030
demande des réductions d'environ 40 mégatonnes par année d'ici 2030. Les politiques actuelles ne peuvent pas atteindre ces niveaux de réduction. Une petite détail, la ligne orange et la ligne verte représentent des émissions brutes, pendant que quand nous calculons nos progrès vers la cible de 2030, nous devons aussi penser nous devons penser à des émissions nettes. Donc, la figure le chiffre pour la cible de 2030 comprend non seulement les émissions brutes, mais aussi certaines autres réductions, une réduction, une contribution comptable du secteur de l'affectation des terres et des contributions associées à des solutions fondées sur la nature et l'agriculture. OK. Les deux prochaines diapos nous permettront de regarder les tendances au niveau des secteurs économiques. Et si on regarde la tendance depuis 2005, on peut voir que les progrès sont inégaux parmi les secteurs. Euh, c'est évident ici que c'est surtout le secteur pétrolier et gazier et surtout le sous-secteur des sables et bitumineux qui nuit à nos progrès au niveau national. Et c'est surtout une question de la production dans les sables bitumineux. Depuis 1990, la production des barils dans les sables bitumineux a augmenté de plus de 800%. Même avec les améliorations dans l'intensité des émissions, ce n'était pas possible de limiter la croissance des émissions. Le reste du secteur, pétrolier et gazier, a réussi à réduire ses émissions, comme vous pouvez voir dans la figure, une réduction de plus que 20% depuis 2005. Cette réduction est grâce non seulement à les améliorations dans les émissions de méthane, ou les réductions de ces émissions, mais aussi à une production diminuée du pétrole conventionnel. À l'autre bout de la figure, il y a le secteur de l'électricité. Il y a eu des grandes réductions, des énormes réductions dans le secteur de l'électricité. Ça a été une grande réussite pour le Canada. Et ces réductions ont eu lieu pour la plupart dans les provinces qui ont eu des centrales de charbon. Donc, l'Ontario, l'Alberta et les provinces maritimes. Ce sont les provinces qui ont réussi à réduire leurs émissions dans le secteur de l'électricité. Et au milieu de la figure, on peut voir les secteurs avec un peu de progrès, euh, comme les bâtiments, comme déchets, euh, mais quand même pas assez de progrès. Ce sont des progrès limités. Qu'est-ce qui est arrivé entre 2023 et 2024 selon nos données? Premièrement, encore une fois, le secteur pétrolier et gazier a augmenté ses émissions. Et encore une fois, c'est surtout dans les sables bitumineux que les émissions augmentent. Dans le secteur des transports, on a vu plus de distance parcourue par les véhicules qui exercent une pression à la hausse des émissions, mais en même temps, on a aussi vu un peu de décarbonation des carburants, soit l'utilisation de l'électricité, soit les carburants à faible intensité de carbone. Et grâce à ces réductions, on a vu une petite réduction dans les transports, mais pas beaucoup. Les émissions dans le secteur des bâtiments ont aussi diminué un peu, mais ceci est largement grâce à un hiver plus doux. Euh, si nous avons eu un hiver typique, nous aurions vu une augmentation des émissions de plus de 2 mégatonnes selon nos calculs. Alors, tout cela s'ajoute à une très petite augmentation des émissions nationales, moins qu'un pour cent. Et puisque cette augmentation est très petite et il y a de l'incertitude, nous disons que les émissions ont effectivement stagné. Alors, pour conclure, je vais résumer des points que j'ai déjà soulevés. Premièrement, les progrès que le Canada a faits sont réels, mais ils sont menacés. Euh, En même temps, ce n'est pas une question passée-échouée. On sait que chaque tonne d'émissions réduites évite les impacts des changements climatiques, réduit les dommages causés par les changements climatiques. Donc, toujours très important de réduire nos émissions et nous devons se fier sur des politiques qui fonctionnent.
Nous savons qu'est-ce qui fonctionne. Premièrement, c'est des politiques avec une grande couverture des émissions, comme la tarification du carbone industriel, mais c'est aussi d'autres politiques qui peuvent faire avancer l'électrification et réduire les émissions, comme le règlement sur les émissions de méthane, comme les politiques qui avancent l'électrification des véhicules, du parc de véhicules et des bâtiments. Et selon nos recherches, une autre analyse que nous avons publiée récemment, nous savons que les politiques les plus efficaces sont celles qui ont été développées en coordination entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, la coordination, la coopération sont tellement importantes pour atteindre les résultats que nous voulons. Alors, c'est la croisée des chemins. Disons que, comme Rick l'a dit, cette année et l'année prochaine vont être très importants, déterminants pour le progrès du Canada. Nous savons qu'est-ce qui peut fonctionner. Passons à les solutions. Alors, c'est ça la présentation. Merci de m'avoir écouté. Claudine, je vais te passer la parole pour commencer les questions. Merci, Ross. Alors, bienvenue, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Alors, vous allez voir en bas de votre écran, nous avons une petite boîte questions-réponses. C'est là que je vous invite en fait à poser vos questions et selon le temps qu'on a, on tentera de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Ross, la première question qu'on a concerne les données, les estimations. Est-ce qu'on a des données régionales, provinciales, territoriales ou ce sont seulement des données nationales? Malheureusement, juste des données nationales. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, nous utilisons pour la plupart les données qui proviennent de Statistique Canada et puisque ces données représentent pour la plupart les tendances nationales, il n'est pas possible en ce moment d'avoir des données au niveau provincial. Merci, Ross. La question suivante concerne les émissions liées au sable bitumineux. Alors, on pose la question de savoir si l'augmentation des émissions, c'est dû à une hausse de la production ou le fait qu'il n'y a pas eu de progrès pour réduire l'intensité de ces émissions. Oui, une excellente question. Alors, une chose à mentionner, c'est que pour la plupart, il n'est pas possible, utilisant nos données, de estimer un progrès dans l'intensité des émissions. Ça, c'est un peu difficile. Nous n'avons pas nécessairement les données pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans les installations spécifiques pour améliorer l'intensité des émissions. Nous regardons pour la plupart les données de la production et on sait que la production a augmenté. Mais nous pensons que les émissions, nous ne regardons non seulement les données de la production, nous regardons aussi les tendances historiques pour estimer s'il y avait du progrès dans l'intensité des émissions. Et si on regarde la tendance dans les dernières vingtaines d'années, oui, c'est vrai que les sables bitumineux ont un peu amélioré leur intensité d'émission. Mais si on regarde les dernières années, depuis 2018, 2019, 2020, on n'a pas vu beaucoup de progrès. Les réductions dans l'intensité des émissions des sables bitumineux ont aussi stagné. Et c'est à cause de cette tendance historique que quand nous regardons la production accrue dans les sables bitumineux, que nous pensons que les émissions ont augmenté. Comme j'ai mentionné, l'histoire dans le secteur conventionnel du pétrole et du gaz est un petit peu différent. Là, on a vu des progrès, surtout grâce à la réduction des émissions de méthane. L'une des différences entre la production du pétrole conventionnel et la production dans les sables bitumineux, c'est que le méthane représente une très, très, très petite partie des émissions du sable bitumineux. Donc, les améliorations dans ces émissions ont peu d'effet sur les émissions brutes dans les sables bitumineux. Merci, Ross. On demande si le Canada peut atteindre son objectif de 2030 sans réduire les émissions liées à la production du pétrole et du gaz. On demande si on pourrait en théorie réduire les émissions des autres industries pour atteindre le 440 mégatonnes. Euh, non, probablement non. Quand le secteur pétrolier et gazier représente presque un tiers des émissions nationales,
Et si on regarde les types de réductions qui seront nécessaires dans les autres secteurs, cela demanderait une transformation profonde dans tous les autres secteurs de l'économie. Et nous n'attendons pas ce genre de transformation. Euh, alors, non, ce n'est vraiment pas possible d'atteindre la cible de 2030, même la cible de 2035, peut-être même la carboneutralité, sans réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier. Il y a des solutions possibles dans ce secteur, mais on n'a pas vu les investissements nécessaires pour réduire les émissions. Et c'est vrai que ce n'est pas juste le secteur pétrolier et gazier euh, qui représente un obstacle à nos progrès, comme j'ai mentionné. Il y a d'autres secteurs où on voit euh, une émission croissante des GES, euh, dans l'agriculture, par exemple, et on ne voit pas assez de progrès dans d'autres secteurs, transport, bâtiment, même l'industrie lourde, il n'y a pas assez de progrès. Euh, mais si on parle d'obstacles, oui, c'est le secteur pétrolier et gazier qui est le plus grand obstacle et ce n'est pas possible d'atteindre nos cibles sans des réductions dans ce secteur. Merci, Ross. Autre question. En fait, on nous demande si nous savons si Environnement et Changement climatique Canada a l'intention de bâtir une base de données ou une plateforme publique pour colliger l'ensemble des données pour faciliter et accélérer les analyses. C'est une excellente question pour Environnement et Changement climatique Canada. Je ne sais pas. Euh, Environnement et Changement climatique Canada publie des données, et beaucoup de données, non seulement le rapport d'inventaire national. Je peux peut-être aller chercher le site web et le mettre dans le chat, mais il y a une base de données ouverte pour les émissions du Canada. Il y a aussi une base de données pour les émissions qui proviennent des installations spécifiques industrielles. Euh, donc, il y a de différentes sources pour regarder les tendances dans les émissions, et regarder les données officielles, mais je ne sais pas si le ministère a un plan pour créer une autre plateforme. Quelqu'un devrait demander au gouvernement. Merci, Ross. On pose la question aussi à savoir si ce serait possible de qu'est-ce que le Canada pourrait faire en fait pour atteindre ses objectifs au-delà de 2030. Est-ce qu'il y a des mesures clés qui pourraient être adoptées en matière de politique climatique pour y parvenir? Oui, l'Institut climatique a 6 recommandations spécifiques pour les politiques du Canada qui peuvent nous permettre de s'approcher de la bonne voie, même s'ils ne peuvent pas nécessairement atteindre la cible de 2030. Je vais devoir regarder la liste parce que je ne sais pas si je connais toutes les 6 recommandations. Mais la première recommandation, et surtout la plus importante, c'est de renforcer les systèmes de tarification du carbone industriel. Il y a 1 an et demi, peut-être, l'Institut a publié une analyse regardant l'impact des politiques individuelles sur les émissions du Canada et nous constatons, nous avons trouvé que c'est la tarification du carbone industriel qui peut réduire euh, la plus grande quantité des émissions de toutes nos politiques climatiques. Mais on sait également que ces systèmes sont menacés. Il y a des risques à l'efficacité de ces systèmes, surtout en Alberta et Saskatchewan et Ontario, mais même au Québec, il y a des défis qui font face au système de plafonnement et échange au Québec et nous avons publié plusieurs recommandations pour renforcer ces systèmes. Donc, ça, c'est la recommandation la plus importante pour réduire davantage des émissions. Mais nous avons d'autres recommandations. Je vais peut-être pas toucher sur tous les 6 maintenant, mais je vais mentionner deux ou trois autres choses. La deuxième chose, c'est de finaliser les règlements pour réduire les émissions de méthane. Le gouvernement a publié un règlement, euh, une ébauche de règlement l'année dernière, mais n'a pas finalisé ces règlements. Les règlements pour la réduction des émissions de méthane ont été mis en œuvre en coordination avec les gouvernements de l'Alberta, de Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. Et la première version de ce règlement a été une grande réussite. On a réduit de presque la moitié les émissions de méthane dans les dernières 10 années et nous devons
atteindre des réductions plus profondes de ces émissions. Mais pour y arriver, on a besoin de finaliser ces règlements. L'autre chose que je vais mentionner, c'est l'importance des politiques pour faire avancer l'électrification. Il y a les politiques au fédéral, comme le règlement pour l'électricité propre. Ce règlement est important, surtout pour les provinces comme le Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, qui ont toujours des centrales de charbon. Nous devons fermer ces centrales de charbon et les remplacer par les technologies renouvelables ou moins émettrices d'ici 2030. Mais on parle non seulement du secteur de l'électricité, mais aussi de l'électrification des technologies pour les consommateurs et l'industrie. Et une politique qui est tellement importante est la norme pour les véhicules électriques. Évidemment, il y a une norme au niveau fédéral, mais il y a aussi des normes au niveau provincial en Colombie-Britannique et au Québec. On sait que le Québec a changé ses objectifs pour cette politique. On reconnaît l'importance de la flexibilité dans ces politiques, mais on sait aussi que partout dans le monde, on voit plus et plus de déploiement des véhicules électriques et on a besoin des politiques fortes dans ce domaine au Canada pour accélérer la décarbonation de nos transports. Au Québec, le transport représente une grande partie des émissions, plus grande que dans l'Alberta, par exemple, et ça, c'est pourquoi nous avons besoin de ces politiques-là pour réduire nos émissions. Merci, Ross. On a une question sur le règlement sur le plafonnement des émissions dans le secteur fossile. Donc, on pose la question à savoir si le gouvernement abandonne ce plafonnement des émissions, est-ce qu'on a une idée de quels seront les impacts? Je ne sais pas si le gouvernement va abandonner cette politique. C'est une question pour le gouvernement. Mais ce qu'on a fait à l'Institut, c'est nous avons regardé l'impact de cette politique relatif à d'autres politiques. Et il est possible qu'un plafond pour les émissions du secteur pétrolier et gazier pourrait euh, réduire beaucoup d'émissions dans le secteur, mais pas nécessairement plus d'émissions qu'une politique comme la tarification du carbone industriel. En fait, le plafond propose essentiellement de créer un système de tarification du carbone unique pour ce secteur. Et on a déjà un système de tarification du carbone industriel au provincial, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique. Et si on renforce ces systèmes, on pourrait gagner à peu près les mêmes réductions des émissions euh, que, euh, que les réductions qui pourraient être accomplies par un plafond des émissions. Donc, selon nous, c'est peut-être meilleur de renforcer les politiques existantes que de trouver une autre politique avec un effet semblable. Mais c'est aussi vrai qu'il y a des problèmes avec les systèmes de tarification du carbone industriel actuels. Et si ces systèmes ne sont pas renforcés, si les provinces comme l'Alberta et le Saskatchewan ne renforcent pas leur propre politique, ça pourrait être nécessaire d'avoir une politique comme un plafond des émissions. Merci, Ross. Alors, ce sont toutes les questions que l'on voit pour le moment. J'ai mis dans le chat, en fait, mon adresse courriel. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. On tentera d'y répondre. Et je vous invite aussi d'aller voir l'analyse qui a été faite, qui accompagnait, en fait, les estimations préliminaires, qui explique un peu plus en détail d'où proviennent justement ces résultats-là et qu'est-ce que ça veut dire pour les politiques climatiques au Canada. Je tiens beaucoup à vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Euh, je vous invite à vous abonner à notre infolettre si vous voulez rester au courant de qu'est-ce qui se passe à l'Institut climatique, qu'est-ce qu'on fait, les travaux que l'on publie. Vous allez rester à l'affût si vous vous abonnez à notre infolettre. Le lien est sur la première page de notre site web institutclimatique.ca. Je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres. Restez à l'affût de ce qu'on fait. Il y a plein d'autres travaux qui sont en cours. Donc, j'espère que je vous dis simplement à la prochaine. Merci beaucoup.